Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on va parler de la caméra de mes rêves. C'est parti! Alors même ce qui compte avant tout sera l'image ainsi que l'histoire que vous amènerez à l'écran, je me dis que c'était intéressant de prendre quelques minutes pour vous parler de ce qui devrait être en tout cas la caméra de mes rêves si je pouvais la configurer moi-même. Et en fait, ça répond aussi à une des questions que je me posais dernièrement. Pourquoi ça se fait que j'ai trois boîtiers, en l'occurrence le Fuji X-T3, le GH5S et entre autres le GH5 avec lequel je suis en train de me filmer et la Blackmagic Pocket 4K. Comment ça se fait que j'ai ces trois boîtiers et que je n'arrive pas à avoir un système beaucoup plus minimaliste et beaucoup plus simple? Eh bien tout simplement parce que ces trois boîtiers mis ensemble se rapprochent de ce que pourrait être la caméra de mes rêves. Et on va voir point par point comment pourrait se présenter celle-ci si j'avais l'occasion de la configurer. Alors pour commencer dans la configuration de cette caméra idéale, et vous allez d'ailleurs voir que je ne suis pas si exigeant que ça, eh bien je n'ai pas de préférence au niveau du capteur. Que ce soit de l'APS-C ou du micro 4 tiers ou du plein format ou du moyen format, je ferai directement avec ce qu'on m'offrira. Si les exigences en dessous sont présentes, je n'en ai que faire en tout cas de la taille du capteur. Pour moi, et de pouvoir justement avoir utilisé de l'APS-C, du micro 4 tiers, du plein format et du moyen format, je me rends compte en tout cas que c'est un élément qui n'est pas déterminant. C'est certain que certains ont un plus ou autre, mais honnêtement, je n'ai pas de préférence. Ce que je veux avant tout, ce sont les points qui vont défiler en dessous de celui-ci. Donc, taille du capteur, aucune préférence là-dessus. Par contre, et c'est là qu'on va retrouver le Fuji X-T3, je voudrais que ce capteur, dans une mixité d'emploi photo-vidéo, et 26 millions de pixels. Je me suis rendu compte en fait que ce ratio-là me convenait parfaitement et je ne suis pas exigeant à vouloir plus que 26 millions de pixels. Ça me suffit largement. Les 10 millions qui sont présents dans le GH5S sont trop courts et la capture d'image 4K, donc avec une photo en 8 millions de pixels présente dans la Pocket 4K n'est pas suffisant. Par contre, 26 millions, c'est juste génial. Ça me convient parfaitement. Donc, je voudrais même pas plus. 26 millions, génial. Peu importe taille du capteur, 26 millions de pixels et le résultat pour moi me conviendra parfaitement pour une mixité entre photo et vidéo. Par contre, pour ce capteur, et point commun aux trois boîtiers, je ne veux pas de stabilisation capteur. Et si certains se posent cette question et surtout me la posent fréquemment, eh bien c'est tout simplement parce que une stabilisation capteur et sur du long terme, vous le verrez pour ceux qui justement sont passionnés de vidéo, est un élément incontrôlable que vous ne voudrez plus. Donc c'est-à-dire que vous pouvez très bien poser votre caméra avec un capteur stabilisé sur un trépied. Si celle-ci interprète mal une image qui se passe devant elle, elle va vouloir contrecarrer l'action et au final, vous allez obtenir une déformation dans l'image. Le capteur va essayer de contrebalancer ça et vous allez obtenir un saut dans votre image alors que celle-ci sera peut-être posée sur un trépied. C'est un élément que vous ne savez pas justement contrôler et sur une utilisation sur du long terme, moi, les capteurs stabilisés m'ont plus souvent fait faux bond qu'un capteur non stabilisé. Alors bien entendu, vous savez désactiver la stabilisation capteur, mais je ne peux m'empêcher, et peut-être que certains en tout cas me donneront tort dans les commentaires, je ne peux m'empêcher de me dire qu'un capteur, même si celui-ci a l'option stabilisée désactivée, est toujours légèrement flottant par rapport à un capteur fixe. Et d'ailleurs, on le voit lorsqu'on nettoie celui-ci avec un pinceau, parce qu'évidemment, vous devez désactiver cette stabilisation capteur avant de nettoyer celui-ci. Et bien, quand vous allez appuyer avec votre pinceau, vous allez sentir que celui-ci bouge un tout petit peu. Eh bien, je ne peux m'empêcher que cela n'aide pas du tout au rolling shutter. Donc je me dis que le fait de ne pas avoir de stabilisation capteur, que celui-ci soit fixe, en tout cas élimine partiellement un effet de rolling shutter. Maintenant, peut-être que ceux qui ont les connaissances me donneront tort et n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, tout comme évidemment à réagir sur tous les points qu'on va aborder aujourd'hui et surtout vous aussi les points que vous voudriez voir apparaître dans la caméra de vos rêves. Alors par rapport à ce rolling shutter, le rêve serait justement de voir débarquer un manufacturier avec une caméra à moins de 3 000 €, voire même moins de 4 000 €, on va aller un peu plus loin, disposant non plus d'un rolling shutter mais d'un global shutter. Or le sujet mériterait une vidéo en soi pour expliquer justement clairement les différences, mais
en gros et pour résumer, dites-vous qu'avec le Global Shutter, on a pu en tout cas disposer de films comme Jason Bourne, La mémoire dans la peau ou la scène du débarquement dans Il faut sauver le soldat Ryan. Si celle-ci avait été filmée avec une caméra disposant d'un rolling shutter, je pense que le résultat n'aurait tout simplement pas été visible. Ça aurait été imbuvable, indigeste au possible, tellement l'image aurait été gélatineuse dans tous les sens. Si justement on a pu obtenir un changement de scène d'action grâce à des films comme Jason Bourne, La mémoire dans la peau, avec ce système à rapprocher au corps de mouvements très proches sur chaque mouvement, c'est parce qu'on n'avait pas cette image qui vient justement à se plier dans tous les sens au moindre mouvement. Donc le rêve serait d'être sur un capteur avec du global shutter et non plus du rolling shutter. Maintenant, de nouveau, ceux qui ont les connaissances, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Si le global shutter peut être présent aussi pour le système photo, c'est une question qui est tout à fait légitime, ça peut se poser. Est-ce que la possibilité de prendre des photos sur un capteur avec une technologie global shutter est faisable? N'hésitez pas de nouveau à mettre dans les commentaires si ce n'est pas le cas. Mais voilà, global shutter et non plus être sur du rolling shutter. Les marques, arrêtez de débarquer avec différents outils d'IA, etc. Amenez simplement du global shutter et moi je serai l'homme le plus heureux du monde. Autre point, toujours sur le capteur, on continue là-dessus. Et pour uniformiser le contenu 4K, je voudrais qu'on ait de la 4K jusqu'à 120 images par seconde. Je sais que les marques pour l'instant sont en train de passer sur de la 6K, de la 5,7K, etc. Ne sautez pas le pas. Moi, je veux simplement de la 4K jusqu'à 120 images par seconde. Je ne vous demande pas d'arriver avec de la 5,7K, avec du 6K, de la 4,6K. Je ne vous demande rien de tout ça. Moi, je veux simplement de la 4K, mais je la veux jusqu'à 120 images par seconde. Donc voilà, c'est quelque chose, la caméra de mes rêves. Je ne veux pas forcément plus de 4K. Je suis super content avec la 4K. J'aimerais justement pouvoir uniformiser celle-ci sur mes contenus et ne plus devoir me prendre la tête à me dire que si j'ai envie du 120 images par seconde, eh bien, je vais devoir le faire sur de la Full HD. Maintenant, je sais qu'il y a déjà des caméras qui sont présentes ici avec de la 4K, je pense entre autres à Zcam qui propose de mémoire jusqu'à 120 images par seconde, mais d'un point de vue ergonomie, elle ne répond pas forcément à mes besoins. Mais la technologie est présente. Donc, 4K jusqu'à 120 images par seconde, moi c'est ce que je voudrais. Je ne vous demande pas plus, je ne veux pas de la 5,7, je ne veux pas de la 6K, 4K jusqu'à 120 images par seconde et je serai heureux. Autre point toujours par rapport à ça, je voudrais, et ça c'est vraiment primordial, qu'on doive, nous en tant qu'utilisateurs, ne plus prendre la tête avec ce système de crop. Je sais qu'il y a une explication là-dessus, je sais que c'est logique, c'est-à-dire que vous désirez nous amener une qualité d'image supplémentaire par rapport à une fréquence ou un format d'enregistrement. Cela n'est pas encore faisable par rapport à votre savoir ou par rapport à votre gestion en tout cas de sortie matérielle, eh bien vous nous le donnez avec un crop. Moi, dans la caméra de mes rêves, par rapport au format d'enregistrement que vous allez nous donner, si vous nous dites, ben voilà, notre caméra fait de la 4K en 25, en 30, en 60 et en 120 images par seconde, si vous nous dites qu'on obtient ça, je veux que ce soit sur l'utilisation pleine du capteur. Je veux plus de système de crop. J'en ai en fait ras-le-bol de me dire qu'à chaque fois que je mets un objectif sur ma caméra, je dois réfléchir suivant le format ou la fréquence d'enregistrement que je vais choisir, je dois réfléchir au ratio que j'obtiendrai. Si je mets sur ma caméra un 24 mm, je veux que cet objectif reste constamment du 24 mm. Je veux plus en tout cas me prendre la tête avec un crop. Ça, c'est quelque chose que je trouverais idéal dans la caméra de mes rêves, plus de crop. Autre détail, et là qui est commun au GH5S et à la Blackmagic Pocket 4K, et ça je m'en suis rendu compte avec mes récentes utilisations sur le Fuji X-T3, la présence d'un double ISO natif. Et en fait, je me suis rendu compte, comme je vous le dis, avec l'utilisation du Fuji X-T3 qui lui n'en a pas, à quel point c'est génial ce double ISO natif. Le fait de pouvoir rebasculer sur quelque chose de bien plus net au niveau de l'image, en l'occurrence ici à 3200 ISO, est juste génial. Le fait de pouvoir récupérer cette dynamique complète à un ISO supérieur, je trouve ça juste brillant. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose, c'est une technologie que je voudrais toujours devoir présente. Je ne demande pas à ce que le boîtier en tout cas délivre une image nette et sans grain
au-delà par exemple des 8000 ISO. Non, je ne demande même pas ça. Je demande simplement d'avoir le double ISO natif. Je trouve ça génial. Ça, c'est une fonctionnalité dont à l'heure actuelle et de par l'utilisation manquante sur le Fuji X-T3, je me suis aperçu que c'est quelque chose qui me plaisait vraiment. Donc, double ISO natif, ça c'est quelque chose qui serait important sur la caméra de mes rêves. Pour les codecs d'enregistrement, là par contre, je veux ce qu'on a sur la Blackmagic Pocket 4K du RAW. Je trouve ça tellement génial comme codec d'enregistrement et surtout comme codec d'editing, c'est tellement beaucoup plus fluide. Avec un vieux PC, on peut obtenir un résultat hyper fluide à travailler et c'est tellement plus simple. Et puis ce qui est génial, c'est qu'avec le RAW, on peut choisir les codecs justement d'enregistrement et ce qui fait qu'on sait obtenir sur une petite carte SD, même avec une faible vitesse d'écriture, de la 4K jusqu'à 60 images par seconde. Je trouve ça juste génial. Donc d'un point de vue codec d'enregistrement, le RAW tel qu'on a dans la Blackmagic, moi voilà, il ne me faut pas plus, je suis super content par rapport à ça. Par contre, lorsque on développera ce RAW sur du Rec 709, je veux récupérer la Color Science présente dans le Fuji X-T3. Ce qui fait que j'ai un gros coup de cœur pour ce Fuji X-T3, c'est le résultat obtenu sur le Rec 709 sans le moindre effort, surtout au niveau des teintes de peau. La gestion générale du Color Science sur le Fuji X-T3 est juste géniale et c'est de loin ma préférée. Sur les 3 boîtiers qui sont ici en face de moi, c'est chez eux avec lequel je m'éclate le plus d'un point de vue Color Science. C'est dans la gamme Fuji, le Fuji X-T3, gros coup de cœur par rapport à ça et c'est d'ailleurs une des raisons qui fait que j'ai craqué. Sa Color Science qui est présente, ça c'est quelque chose que je voudrais récupérer dans la caméra de mes rêves. Autre point par rapport à l'utilisation au quotidien et commun sur le Fuji X-T3 et le GH5S, tropicalisation. Alors non pas forcément pour les voyages, mais un bête exemple, j'ai été dernièrement tourné dans une boulangerie avec le GH5S, je me suis aperçu en sortant des ateliers de cette boulangerie que j'étais tout simplement couvert de farine ainsi que mon GH5S. Eh bien je n'ose pas imaginer les résultats si j'avais été avec la Blackmagic qui a d'énormes ouïes de ventilation présentes devant, je n'en ai aucune idée. Est-ce que la farine, est-ce que les poussières se seraient venues se déposer sur le capteur? Je n'en ai aucune idée. Quand bien même, tropicalisation, ça c'est quelque chose que je trouve génial. Je prends même pas l'exemple de la pluie, je prends ce bête exemple-là. J'ai été dans une boulangerie tournée dans les ateliers, je suis sorti, j'étais entièrement blanc de farine. J'ose pas imaginer les résultats si ça avait été avec celle-ci. Donc, gros point en plus que je voudrais voir apparaître sur la caméra de mes rêves et de commun à ces 2 boîtiers ici, tropicalisation. On continue sur l'utilisation avec l'ergonomie et là en fait ça sera une mixité entre le GH5S et la Blackmagic Pocket 4K. Ça sera vraiment une fusion des deux. J'adore en tout cas le ratio largeur que nous offre la Blackmagic Pocket 4K parce qu'on dispose justement d'un écran 16/9 derrière dont je suis ultra fan. Donc moi le ratio largeur me convient parfaitement. Par contre je voudrais que l'écran qui est au dos de cette caméra soit inclinable. Je le veux même pas rotatif comme on retrouve ici sur le GH5S. Je demande même pas ça. Je veux simplement à ce qu'il soit inclinable vers le haut. Ça serait bien plus facile lorsqu'on filme des plans à main levée avec quelque chose qui est plus bas au niveau du corps. Écran inclinable, ça c'est ce que je voudrais. Et autre point et que j'adore sur le GH5S, je voudrais absolument récupérer ce système de roues sur lesquels on sait personnaliser en tout cas les profils d'enregistrement. C'est tellement génial de pouvoir passer d'un clic de roue à de la 4K à 24 images secondes à de la 4K 60 images secondes ou à de la Full HD 120 images par seconde. C'est tellement pratique et tellement plus simple que ça, je voudrais en tout cas de réintégrer directement sur une ergonomie comme celle-ci ici, comme la Blackmagic Pocket 4K. Autre point qui fait que je suis super impatient de le voir débarquer sur le marché, c'est justement le battery grip pour la Blackmagic Pocket, car ça donnera vraiment une prise en main encore beaucoup plus présente. On pourra vraiment avoir quelque chose d'encore plus stable à tenir justement lorsqu'on fait des tournages à main levée. Donc je suis super impatient de voir débarquer ce battery grip, mais mixité d'un point de vue ergonomie entre ces 2 boîtiers, ça serait tout juste génial. Ça c'est la configuration idéale sur cette caméra parfaite. Pour enregistrer nos plans et points communs aux 3 boîtiers, je voudrais récupérer un système de double slot par rapport aux cartes d'enregistrement. Alors bien évidemment, l'idéal est d'avoir comme le X-T3 et le GH5S un double slot en carte SD et non pas un double slot en carte SD ici et c'est fast. Ça serait vraiment l'idéal. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que d'un point de vue codec d'enregistrement, si vous sélectionnez la plus haute qualité présente sur la Blackmagic Pocket 4K, il n'y a pas de carte SD qui dispose d'une vitesse d'écriture suffisante que pour accueillir celui-ci. Donc, c'est logique qu'ils aient mis du C-Fast et du carte SD. Donc, je ne pense pas, en tout cas, que ça serait possible d'avoir
autre chose dans la caméra de mes rêves. Je pense qu'on devrait rester bloqué à ça. Maintenant, c'est vrai, et c'est une des raisons qui fait que je n'ai pas de carte CFast, les cartes CFast coûtent très cher. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je suis avec un disque dur externe de brancher ici avec le Samsung T5 parce que je n'ai pas les moyens en tout cas de me payer une carte CFast. Mais quand bien même, selon moi, ça reste le meilleur procédé. Peut-être que dans l'avenir, des cartes SD avec une vitesse d'écriture supérieure arriveront, sait-on jamais, on peut toujours être surpris. Et si elles ont toujours le ratio de prix qu'on a à l'heure actuelle, là, ça serait vraiment l'idéal. Mais je ne pense pas que ce sera le cas. Donc, on reste là-dessus. C'est le meilleur combo possible. C'est juste par contre qu'il faut débourser de l'argent pour la carte CFast. Je ne l'ai pas encore fait, j'économise pour ça, ça sera pour le futur. Alors pour l'autonomie, et là c'est indiscutable, autonomie du GH5S. Blackmagic, on n'en parle même pas de l'autonomie, ça sert à rien de revenir là-dessus. Et l'autonomie du Fuji X-T3 est juste normale, elle est bien. C'est ni trop peu ni trop court, elle est bien. Par contre, GH5S, l'autonomie c'est juste dingue. Je demande même pas plus, tellement que l'autonomie est hallucinante sur ce boîtier-là. Moi je veux récupérer le même système avec le même type de batterie, l'encombrement est minime, le poids est minime. Donc autonomie, GH5S, je veux récupérer ça dans la caméra de mes rêves. Pour l'utilisation des menus, là on fait un mix des trois. Pour la partie vidéo, c'est très simple. Menu vidéo, on ne change rien. Blackmagic Pocket, c'est là-dessus qu'on reste et rien d'autre. On ne touche à rien, tout est parfait, en tout cas pour moi et jusqu'à présent. Par contre, lorsqu'on viendra à basculer sur la partie photo, là je veux un mix des deux. D'un point de vue disposition et ergonomie des menus, je veux rester sur le GH5S. Les menus sont beaucoup plus simples, beaucoup plus compréhensibles, beaucoup plus logiques aussi, comparé au Fuji X-T3 où des fois je peux m'y perdre un peu. Je veux rester sur le système de menus présent dans le GH5S. Par contre, sur cette partie photo, je veux qu'ils reprennent des éléments présents sur le Fuji X-T3. J'adore la possibilité de pouvoir ajouter du grain sur une photo, donc sur ce JPEG directement. J'adore ces possibilités-là, plus d'autres personnalisations au niveau des profils d'enregistrement, la customisation des profils, que ce soit de l'Eterna, que ce soit de l'Astia, Chrome Couleur, etc. Je voudrais en tout cas avoir tous ces outils-là de présents dans l'ergonomie des menus du GH5. Donc voilà, là, ça serait vraiment un mix des trois au niveau des menus. C'est quelque chose qui me conviendrait parfaitement. Et dans ce menu parfait, je voudrais récupérer un outil dont je suis ultra fan à l'heure actuelle et dont je ne saurais vraiment plus me passer, c'est l'outil des fausses couleurs. Et ça, j'y ai pris goût avec la Blackmagic Pocket 4K. D'un point de vue exposition, c'est juste génial l'outil des fausses couleurs. On commet bien moins d'erreurs qu'avec entre autres l'outil des zébras, en plus sur lesquels on doit personnaliser jusqu'à quel niveau d'intensité on veut la présence des zébras, etc. L'outil des fausses couleurs est juste génial. Et si vous disposez d'un GH5S, n'hésitez pas à aller revoir sur la chaîne la vidéo que j'ai fait pour la possibilité d'intégrer cet outil dans le GH5S avec un petit hack. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, c'est super pratique. Depuis que je l'ai intégré dans le GH5S, même chose, j'utilise toujours les fausses couleurs. Ça, c'est un élément, c'est un outil qui est tellement devenu important à l'heure actuelle dans l'utilisation d'une caméra que je voudrais le voir réapparaître sur la caméra de mes rêves. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de tout, de ce qui était vraiment primordial pour moi. Et ce qui est dingue, c'est que je me rends compte qu'au final, on n'en est pas très loin. Donc, hormis peut-être cette histoire de Global Shutter, pour le reste, on n'en est pas très très loin. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'adore ces trois boîtiers, c'est parce que mis ensemble, ils se rapprochent en fait de la caméra de mes rêves. Et c'est pour ça que j'arrive pas en fait à me décider sur lequel des trois boîtiers ici je voudrais garder absolument. J'arrive pas à me décider parce que j'ai à chaque fois un très gros coup de cœur sur un point primordial, que ce soit sur l'une ou sur l'autre, et j'arrive pas à me décider là-dessus. Mais c'est vrai que si, imaginons que du jour au lendemain, ces trois marques viennent à fusionner en gardant chacune leur département recherche et développement, mais en les mettant ensemble, de mixer toutes ces équipes-là, peut-être qu'on aurait, ou en tout cas j'aurais la caméra de mes rêves. J'espère que tous ces points-là que j'aurais abordés aujourd'hui nous seront communs à vous tous qui regardez justement cette vidéo. J'espère que là-dessus vous vous retrouverez en vous disant « Ah oui, en effet, c'est vraiment aussi quelque chose que je voudrais voir apparaître ». N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous pensez que tout ce que je vous ai expliqué aujourd'hui donne un sens en tout cas à la création de cette caméra parfaite, si vous trouvez cette idée logique ou si ça vous semble tout simplement aberrant. Moi, par rapport à mon utilisation, c'est comme ça que je l'imagine, c'est comme ça que je la vois.
Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!